Et bienvenue, voilà, on est parti sur ce webinaire sur les toilettes sèches de A à Z. Je voulais ici faire part de déjà mon retour d'expérience personnelle, parce que ça fait 2 ans que je vis dans un habitat à la maison, à la campagne, pardon, campagne, donc une maison à la campagne rénovée en éco-construction. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet, parce que je l'ai déjà développé dans un autre webinaire, dont l'enregistrement est disponible sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile. Donc, expérience personnelle. Puis, au-delà de mon cas, évidemment, c'est à peu près un incontournable dès qu'on parle des habitats alternatifs. Donc, je trouve intéressant de faire une présentation. J'essaie de faire la plus complète possible, à la fois sur les aspects techniques, pratiques, et aussi sur les volets réglementaires, qui sont assez méconnus. Voilà, pour faire le point, finalement, sur le sujet. Sur un sujet qui est finalement plus profond qu'il n'y paraît peut-être à première vue. Comme j'espère vous allez pouvoir le découvrir au fil de la présentation. À noter que donc là, je suis en train de le faire en direct. L'enregistrement après sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile. Justement, précisément sur la chaîne YouTube, l'enregistrement sera disponible dans la description de la vidéo avec un lien vers mon site internet où on peut gratuitement télécharger le support là, que je suis en train d'utiliser, ainsi que 2 autres documents PDF que d'ailleurs je vais présenter au cours du webinaire. Documents PDF qui permettent d'avoir vraiment de la documentation très approfondie sur certains points pratiques, comme on verra au cours de la présentation. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je vais aborder pendant ce webinaire? Alors, on a déjà fait le point sur c'est quoi l'intérêt de passer sur de la toilette sèche, ou plutôt les intérêts, parce qu'on va voir, il y a quand même plusieurs raisons d'aller dans cette direction-là. Ensuite, parler de la question des modèles. Puisqu'il existe quand même une variété de modèles dans le monde, dans l'univers, même des toilettes sèches. Voilà, je vais apporter une discussion au-delà de cette présentation des modèles X et Y sur quels sont les intérêts peut-être respectifs, ou peut-être l'absence d'intérêt parfois de certains modèles. Ensuite, parler des aspects pratiques liés à l'entretien des toilettes sèches. Bon, ça va être assez court. Puis l'art du compostage, là pour le coup, il y a un peu plus de matière à développer. On va conclure après sur de la réglementation, en tout cas celle qui est applicable en France. Et je vais faire une ouverture sur plusieurs sujets voilà, pour étendre le sujet. Puis après, on a le temps d'échange, échange, questions-réponses, éventuellement conseils sur des projets. Allez, on est parti. Déjà, quel intérêt, pourquoi se lancer dans des toilettes sèches? C'est vrai que la première chose auquel on pense, a priori, sur le sujet, c'est diminuer les consommations d'eau. En général, c'est la première raison auquel on pense spontanément quand on aborde ce sujet-là. Pour ça, c'est vrai qu'il est important de repréciser un peu de statistiques, un peu de chiffres, pour parler des choses un peu plus concrètes. La moyenne en France, pour adultes, en 2019, les dernières données statistiques accessibles aujourd'hui, c'est 53,4 mètres cubes. Donc, un mètre cube, je rappelle, c'est 1000 litres, donc 53 800 litres par an, par adulte, ce qui représente un volume de 147 litres par jour, en moyenne. Et petit graphique à droite, c'est pour resituer finalement statistiquement où sont les postes de consommation d'eau. Toujours pareil, en moyenne par an en France. Donc, premier poste de consommation, quand même, et de loin, c'est l'usage sanitaire pour ce qui va faire des bains et des douches. Et on voit, en deuxième position, on a les sanitaires. Donc, c'est vrai que c'est important. On est de l'ordre de 20% de consommation d'eau ordinaire dans un foyer classique. C'est lié aux toilettes. Alors, une chasse d'eau, évidemment, c'est assez variable selon les modèles, mais dans la plupart des modèles, on est dans une fourchette entre 6 et 12 litres consommés par chasse. Et la statistique, c'est donc consommation journalière de 30 litres spécifiquement pour les WC. Donc, c'est vrai qu'une première raison évidente de l'usage des toilettes sèches, c'est précisément ne plus avoir besoin de cette consommation d'eau. Et par exemple, si on est a fortiori, souvent, en plus, l'eau qui est utilisée quasiment tout le temps, c'est de l'eau potable. Donc, pas plus besoin de consommer ces 30 litres d'eau potable. Et derrière, si on est dans une thématique d'un habitat autonome, en eau, on comprend bien que ça va diminuer quand même sensiblement nos besoins d'eau, et donc ça simplifie notablement la conception d'un système pour un habitat autonome en eau. Bon, ça c'est assez évident, mais il y a d'autres points qui sont peut-être un peu moins évidents en termes d'intérêt. Et un autre intérêt qui est sortir du paradigme dominant actuel, que je vous ai illustré là, ce petit schéma, qui est un paradigme à la fois d'une circulation linéaire de la fertilité et de pollution des eaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec tout ça? En gros,
c'est vraiment dans les grandes lignes, mais vraiment, voilà, c'est pour situer quel est le paradigme actuel en matière d'assainissement. Vous avez de la production agricole sous des formes diverses et variées. Bon, ces produits, en fait, ils vont contenir ce qu'on appelle la fertilité. Plus précisément, très concrètement, c'est quoi? C'est des minéraux. Par exemple, dans mon petit schéma là, très simple, vous avez des minéraux contenus dans le sol à un moment donné, hein, de l'azote, du phosphore, du potassium, du zinc, du bore, etc., etc. Bon, euh, là-dessus vont pousser les végétaux qui sont consommés soit directement par des humains, ou sinon on passe par d'autres cycles un peu plus longs, où bah, comme on le voit ici, c'est mangé par un cheval, puis ça donne une fumée, puis ça va sur des cultures, ou on fait pousser directement des cultures consommées par les humains. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, le trajet du minéral, des minéraux, il va bien passer à un moment donné du sol jusqu'à notre bouche, jusqu'à notre consommation, donc jusqu'à notre système intestinal. Bon, eh bien, après, l'ensemble des nutriments que l'on absorbe, ils se retrouvent tôt ou tard dans nos excréments. Et si on est dans le système classique de la toilette à eau, eh bien, après, ça va sur un système, sur un système d'assainissement. Alors bon, si on est sur un système d'assainissement type public, hein, avec tout à l'égout, ça va passer par une usine de retraitement, puis ça va être largué à un moment donné dans un cours d'eau ou directement dans la mer, mais in fine, effectivement, ça arrive directement dans la mer. Bon, si on est sur de l'assainissement autonome, c'est évidemment un peu différent, puisque sur les toilettes à eau, on va arriver sur un système de traitement. Alors, il existe différentes techniques et réglementations, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc, on va rester en tout cas sur un système d'assainissement autonome. Et derrière, ce qui va produire des effluents, bon, souvent qui vont être épandus dans le sol directement, mais une fois épandus dans le sol, en général, ils ne restent pas tout simplement dans le sol. Bien souvent, il y a au moins une partie, voire une partie assez conséquente, des nutriments qui vont migrer après dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, et donc, encore une fois, in fine, dans la mer. Donc, on a un double mouvement, à la fois de circulation linéaire de la fertilité, finalement, qui part du sol pour arriver à la fin des courses, finalement, tôt ou tard, ou pour la plus grande partie, dans la mer et les océans. Donc là, c'est irrémédiablement perdu. On n'a pas les techniques. En tout cas, en termes de technique, de coûts, d'énergie nécessaire, c'est infaisable pratiquement de récupérer les nutriments une fois qu'ils sont arrivés en mer. Et puis d'autre part, il y a une problématique de pollution des eaux. Alors, toute forme d'eau confondue, hein, j'entends, nappe phréatique, cours d'eau, plan d'eau, océan, mer. De part, les concentrations sont malheureusement souvent trop élevées d'éléments, justement, on retrouve ces fameux minéraux dans les eaux, hein. En particulier, ce qui est problématique, c'est souvent les surcharges, les formes d'azote, hein, en général sous forme de nitrate, et des surcharges de phosphore, souvent sous forme de phosphate dans les eaux, des qui causent des déstabilisations finalement de ces milieux écologiques et un ensemble de pollutions. Par exemple, la problématique qui est bien connue de prolifération des algues sur les plages de Bretagne, pour donner un exemple parmi bien d'autres. Outre la pollution finalement des eaux par les minéraux, il y a aussi la pollution des eaux par les micro-organismes pathogènes qui peuvent être contenus dans les excréments. Et donc, in fine, effectivement, on se retrouve également dans les eaux et ça pose aussi un problème de santé publique. C'est relativement peu le cas en France métropolitaine, mais par contre, c'est vrai que si vous allez dans d'autres pays dans le monde, a fortiori des pays pauvres, là, pour le coup, là, on a des problématiques aujourd'hui de santé santé publique qui sont absolument majeures dans ces pays-là, où on va avoir des eaux contaminées avec donc des pathogènes qui proviennent d'un système digestif et qui vont stagner dans des eaux de surface, des nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans les plans d'eau, et c'est vraiment extrêmement problématique dans ces pays-là. Donc, pour revenir à notre toilette sèche, il s'agit précisément de briser ce fonctionnement-là et à la fois de recycler la fertilité et donc aussi d'arrêter de polluer les eaux. Pour arriver à boucler les boucles au niveau de la fertilité, ce qui est aujourd'hui très largement documenté comme l'une des clés majeures pour réussir à créer des systèmes agroécologiques qui soient réellement durables dans le long terme, qui tiennent tenir la route sur des siècles. Donc, on va créer dans un système vertueux comme ça, on crée de la production agricole, de la nourriture, c'est consommé, ça passe par la toilette sèche, c'est composté et ça revient plus ou moins directement donc, au niveau des cultures.
Et l'apport n'est pas négligeable, hein. Par adulte, on est de l'ordre de 5 kg d'azote qui sont produits dans nos excréments. 5 kg d'azote, c'est pas rien. À l'échelle d'un jardin familial, ça fait quand même une belle quantité de nutriments disponibles. Voilà, donc ça veut dire que les toilettes sèches sont là pour nous aider à nous donner le meilleur de nous-mêmes et que ça nous revienne à nous-mêmes. Et pour que, finalement, boucler les boucles au niveau donc de la fertilité. Petite image d'un radis noir de chez moi. Alors, j'en profite finalement du fait que j'aborde ça pour régler un des questionnements, une des craintes que parfois j'entends sur les toilettes sèches, c'est est-ce qu'on risque carrément de mettre trop de fertilité via le compost de toilettes sèches sur un site. Bon, alors, que nous dit la réglementation aujourd'hui? Ça peut déjà nous aider à nous donner un repère. C'est que dans le cas d'une exploitation agricole, donc j'entends, hein, c'est pas chez un particulier, c'est dans le cadre d'une activité agricole professionnelle, du fumier, quel que soit l'animal, donc y compris de l'humain, hein, eh bien, on a une limite, c'est 200 kg d'azote par hectare et par an. Ça, c'est la standard. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la réglementation, parce que c'est moins dans certaines zones sensibles. Vous avez tout un ensemble de terrains dans lesquels c'est interdit d'épandé, et même dans les terrains où on peut faire de l'épandage, ça n'est autorisé selon les cultures que dans certaines périodes. Donc, il y a toute une réglementation qui encadre l'épandage de la chose, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Si on prend en tout cas cette référence, ça comme référence, eh bien, nos 5 kg d'azote, il faudrait 200 mètres carrés de surface d'épandage par adulte. Donc, ça permettrait de fertilité, si on respectait ce ratio-là, donc 250 mètres carrés de surface de culture, ce qui correspond à un grand jardin familial. Après, concrètement, bon, ça nous donne un repère, cette réglementation. Bon, après, il faut quand même bien dire que l'impact réel que va avoir un épandage de matière organique, plus précisément de fumier ici, ça dépend de l'état de votre sol, hein, donc c'est assez variable en fonction de l'état d'un sol. Ça dépend de sa granulométrie, donc sa composition entre sable, limon, argile. Grosso modo, plus le sol est chargé en limon et ou en argile, plus il est en capacité de retenir les nutriments, donc plus il peut absorber, pour ainsi dire, des apports de fumier. C'est aussi corrélé avec le taux de matière organique. Là, pareil, plus on va avoir un taux de matière organique important dans un sol, plus il est en capacité de pouvoir stocker des nutriments et donc d'absorber potentiellement du fumier. Quand je dis absorber, c'est dans la mesure où il peut tout stocker et non pas relarguer ces nutriments par ce qu'on appelle la lixiviation en agronomie, donc le fait que ça soit emporté par les eaux de ruissellement et puis les eaux de surface, pour que ça soit emporté dans des cours d'eau et nappes phréatiques. Et puis, ça dépend aussi du niveau d'activité biologique d'un sol, hein. C'est un sol complètement mort, oui, effectivement, les éléments sont bien moins retenus qu'à contrario sur un sol vivant, un sol qui va être riche en activité biologique. Donc, bon, voilà, c'est quand même important aussi de préciser tout ça. Peut-être sur le fait de se rassurer, peut-être sur le fait que si on n'a pas la chance d'avoir 250 mètres carrés de surface de culture, c'est peut-être pas dramatique, hein. On peut peut-être quand même réussir à réutiliser donc l'ensemble du fumier qu'on produit. D'autant que, surtout, voilà, si on a un sol, comment on le favorise en agroécologie, comment on le favorise en permaculture, quelle que soit sa granulométrie, il existe un ensemble de techniques, et là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, tout un ensemble de techniques pour rebooster le taux de matière organique, rebooster l'activité biologique, et donc que notre sol soit effectivement bien en capacité de pouvoir absorber des doses élevées de fumier. Et puis, il faut aussi préciser qu'ici, il parle bien de fumier. Fumier, qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est pas du compost, c'est du fumier, c'est donc des excréments animaux qui sont mélangés en général avec l'humidité, en général c'est de la paille, et qui sont épandus tout de suite. Donc, en plus, la réglementation est pensée pour quelque chose qui n'est pas composté. Or, sur un usage domestique, ce qu'on va utiliser, ce qui est très vivement recommandé, je développerai ça plus tard, c'est le compostage précisément. Donc, en plus, or, le compost, c'est une matière qui se prête moins par rapport à du fumier brut. C'est une matière qui se prête beaucoup moins à la lixiviation, à la perte immédiate donc, des nutriments par les eaux de ruissellement et les eaux de surface. Bref. Alors, autre intérêt des toilettes sèches, c'est aussi de simplifier le système de plomberie et le système d'assainissement qui va derrière. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro aussi? Merci. Plomberie, donc système de plomberie plus simple, plus besoin de s'embêter avec
les éléments de plomberie qui sont spécifiques aux toilettes, évidemment. Et donc, système de plomberie moins cher, logique. Non, mais ouais, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Écoute, éteindre... tu me tiens au courant si Excusez-moi. tu fais ta réunion avant la fin de l'année. Et puis, ben, Oh, moi, j'essaie. voilà, je reprends. Système de plomberie qui va être plus simple, donc moins cher aussi, ce qui aussi nécessairement, et par conséquence, hein, ça va forcément, si vous êtes sur un habitat en autoconstruction, ça va vous simplifier aussi le job sur votre autoconstruction. Et de même, ça va simplifier le système d'assainissement, puisque dans le domaine de l'assainissement, il y a une distinction qui est faite, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire, entre ce qu'on appelle les eaux grises et les eaux vannes. Donc, les eaux vannes, ce sont les eaux qui proviennent de toilettes à eau, précisément. Et puis, les eaux grises, c'est toutes les autres formes d'eau usée qui proviennent de notre habitat, en général de la cuisine, de la salle de bain et autres. Si on utilise effectivement exclusivement des toilettes sèches et on a à gérer au niveau d'un système d'assainissement exclusivement des eaux grises, ce qui peut permettre derrière, si vous êtes sur une création à neuf d'un système d'assainissement, de pouvoir avoir vous avez besoin d'un système d'assainissement avec une capacité d'épuration moindre que s'il devait gérer à la fois les eaux grises et les eaux vannes. Donc, on peut le rendre plus petit, et donc c'est plus simple en autoconstruction, et donc c'est moins cher. Par exemple, si vous êtes sur le système phytoépuration, qui, à mon sens, est aujourd'hui le système d'assainissement légal en France qui est le plus vertueux d'un point de vue écologique, aujourd'hui, il existe, à ma connaissance, un type de dispositif de phytoépuration à l'échelle domestique, hein, j'entends, qui est agréé par l'État et qui peut permettre de gérer exclusivement les seules eaux grises et qui a été pensé précisément pour ça. Alors, je continue. Donc, une fois qu'on a vu donc, les intérêts de la toilette sèche, après, il y a différents modèles qui finalement correspondent à différents cas de figure. Bon, le modèle veut dire classique, ce qu'on appelle souvent la TLB, la toilette à litière biométrisée. Là, j'ai pris l'exemple on trouve chez le fabricant Lecopo. C'est exactement le modèle que j'utilise chez moi. Donc, bon, rien de bien sorcier, hein. Un contenant avec couvercle pour le toilette qui va contenir le seau, et puis un contenant à côté qui va permettre de contenir la litière. Litière qu'on va mettre à chaque fois pendant qu'on a fait notre besoin dans les toilettes. Au niveau du seau, par contre, prêtez attention à avoir un seau en acier galvanisé ou acier inox, ça sera encore mieux. La chose est importante plutôt qu'un autre type de matériau, comme par exemple du plastique. Parce que dans les matériaux plastiques, quelle que soit la qualité du plastique d'ailleurs, ça a toujours tendance à coller au plastique et c'est difficilement lavable sur le long terme. Il faut également signaler quand même que nos urines, c'est quand même acide, et donc ça tend au fur et à mesure des années, bien sûr, c'est pas immédiat à la première utilisation, mais sur le long terme, également le caractère acide des urines, il peut causer assez vite des problèmes de corrosion sur les formes de plastique, ce qui n'est pas le cas sur les aciers galvanisés ou acier inox. Si vous utilisez donc acier galvanisé ou acier inox, aussi prêtez attention à ce que ça soit monopièce, une seule pièce au niveau du seau. Parce que je précise ça parce qu'il existe dans le commerce des seaux en acier qui sont faits avec plusieurs pièces qui sont assemblées par une soudure qui va passer jusque sur le fond du seau, et ça tient pas la route sur le très long terme. Donc prenez du matériel de qualité, prenez avec une seule pièce. Alors ça, c'est un autre cas de figure, toujours toilette sèche, TLB, toilette litière biométrisée, mais pour le coup fait maison. Ça, j'ai fait ça il y a un mois pour mettre ça au niveau de mon atelier. Voilà, posons de ça, c'est un exemple de modèle que j'ai réfléchi de façon à ce que ça soit vraiment très simple. C'est intentionnellement assez rustique comme aspect. Donc, c'est fait avec des plaques d'OSB de classe 3, si vous voulez avoir le détail. Donc, des plaques d'OSB assez épaisses, c'est du 19 mm d'épaisseur. Donc, ils sont adaptés pour accueillir une charge, le poids d'un adulte, il n'y a pas de souci, ça tient la route avec ça. De classe 3, parce que adapté pour des situations de milieu humide, parce qu'on n'est pas, ici en l'occurrence, ce n'est pas dans un local
c'est pas dans ma maison, c'est dans un local qui quand même est soumis aux variations d'humidité ambiante liées à l'air extérieur. Bref, donc vous avez finalement 3 plaques, voilà, celle de gauche, fond et de côté, sont assemblées. Alors au niveau des coins, donc on a 2 charnières métalliques à chaque coin, une en haut, une en bas, et donc l'autre côté, une en haut, une en bas. Au-dessus, et c'est une autre plaque, après découpée. Après, j'ai donc collé avec de la colle à bois un couvercle, lui, qui nous vient du commerce, avec articulation donc de la plaque du haut avec des charnières, là, donc on voit une là et une là, ce qui permet de lever, tout simplement de pouvoir enlever ou remettre le seau inox qu'on voit dessous. Voilà, c'est intentionnellement très simple de conception. C'est assez simple à mettre en œuvre. Oui, ce qu'il faut également préciser, c'est que au niveau, pour assurer comme une continuité entre la levette, le siège et le seau, fait une bavette. Alors, non pas en acier comme on va le trouver sur des modèles du commerce qui sont tout faits, parce que j'ai pas le matériel, les compétences pour faire ça, c'est quand même un peu particulier, mais avec un rouleau de PVC. J'avais un rouleau de PVC de récupération là sous la main, donc j'ai découpé le PVC. Le PVC, c'est un matériau qui peut se découper évidemment beaucoup plus simplement que de l'acier, avec un cutter, et donc qui est collé sur le bord intérieur, donc pour faire la jonction. Ça, c'est un détail qui est important, parce que si jamais on ne le faisait pas, bah, à un moment donné, vous avez des projections d'urine qui peuvent avoir lieu entre le siège et le seau, évidemment, qui vont se retrouver par terre, donc vous comprenez bien que ce n'est pas hygiénique. Et le PVC, c'est un matériau qui se lave très bien et qui dure très longtemps dans le temps. Alors, voilà, donc le cas, là, on a la toilette litière biométrisée, la TLB. C'est le cas classique, finalement, qui va correspondre, qui va bien coller à la plupart des cas. Il est simple à mettre en œuvre. On peut aussi bien aller sur des modèles du commerce que le faire soi-même. Ça peut se faire vraiment de façon très simple. Après, pour un peu étendre la conversation, si vous voulez, dans la configuration d'un habitat, on peut penser des systèmes, non plus où je sors mon seau et je vais aller au composteur, ce qui est le cas chez moi. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour un seul adulte qui utiliserait les toilettes sèches, dans mon expérience, on va vider. Alors, si on part sur un seau de 15 litres, comme ce qui est mon cas, je trouve que c'est un bon niveau de volume. C'est pas trop petit, mais en même temps, c'est pas trop lourd. Déjà 15 litres remplis, je peux vous dire que c'est déjà un peu physique. À bouger, c'est c'est dans les 10-12 kilos quand même de poids, hein. Bon. Donc, si on part bien sur des seaux format 15 litres, dans mon expérience, il faut y aller 1 à 2 fois, aller vider le seau 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Mais on peut imaginer d'autres systèmes, comme voilà, qu'on retrouve ici dans ce petit schéma, où on va avoir la toilette, et puis il n'y a plus besoin d'aller faire des transferts avec un seau sur un espace de compostage. On va avoir un espace de compostage qui est situé directement sous la toilette, comme on peut voir ici. C'est vrai que c'est une configuration qui peut être intéressante. Voilà, si on veut pouvoir, pour quelque raison que ce soit, devoir se passer ça, ça peut être intéressant pour des personnes âgées, des personnes handicapées, pour des personnes, enfin pour des configurations aussi, on va recevoir beaucoup de monde sur un lieu public, où on comprend bien que d'un point de vue pratico-pratique, ça va être très, très contraignant de devoir sortir très régulièrement des seaux, etc. Bon. Donc on va avoir un compostage continu finalement, qui va avoir lieu dans la chambre de compostage située en dessous, qui dispose d'une trappe, hein, bien sûr, pour pouvoir y accéder. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a une contrainte d'un point de vue technique qui peut gérer, mais il faut quand même en avoir conscience. C'est qu'il faut que ce local situé là-dessous, il soit déjà bien ventilé, pour qu'on ait puisse avoir un bon processus de compostage. Et d'autre part, vous comprenez bien que ici, tout en haut au-dessus, on va avoir des matières très fraîches, peu compostées, à contrario, les matières réellement compostées sont en dessous. Donc, quand on va vider ça, parce qu'évidemment, il va bien falloir le vider un jour, on a des matières qui sont dans des états différents de décomposition. Alors après, chacun verra. Est-ce que finalement, on ne fait que prendre que la partie du dessus, on enlève le dessus, on ne prend que tout le reste et on remet le dessus, ou est-ce que les matières très fraîches, on les met à composter ailleurs? Voilà. Bref, on gère ça comme on veut, mais il faut prêter attention, dans tous les cas,
à cet aspect-là. Alors, une variation des toilettes sèches sont les toilettes sèches dites à séparation, donc séparation entre les urines et les fesses, comme on peut le voir sur ce modèle-là. Alors, quel intérêt à passer ce système qui est quand même un peu plus complexe? L'intérêt qui est avancé par les personnes qui donc utilisent ça, c'est le fait que ça permet d'utiliser l'urine comme engrais organique dans des cultures. Bon, ce qui est vrai, qui est sur le papier, hein, est intéressant. Hein. Vous avez c'est 80% de l'azote, non, 80% de l'azote, 50% et 50% du phosphore qu'on absorbe qui se retrouve dans nos urines. Donc c'est essentiellement un apport d'azote et de phosphore au niveau minéral. Donc c'est assez concentré, c'est pour ça que systématiquement on recommandait de le diluer parce que c'est tellement concentré qu'appliqué tel quel, ça risque de causer des problématiques à la fois de perturbation de la vie biologique du sol et puis carrément de voir de brûlures chimiques sur les plantes. D'où la recommandation d'usage de prendre un volume d'urine brute et de le diluer dans 9 volumes d'eau, faire une dilution à 10% donc avant de faire un épandage. À même le sol, rien ne sert d'arroser sur les feuilles. Enfin, en tout cas, c'est clairement pas la façon la plus efficace. Donc l'intérêt qui est amené essentiellement, c'est pour ça. D'autre part, les fesses effectivement occupent un volume dans nos excréments qui est beaucoup moindre que celui de l'urine, donc ça permet aussi d'avoir à vider les seaux moins souvent. Il y a aussi cet aspect pratique. Cela dit, il y a quand même c'est quand même tout un ensemble de contraintes qui sont liées à ça, puisque nos urines, dès lors qu'elles sont stockées, dès les premières heures de stockage, elles dégagent de l'ammoniac. Hein, c'est une perte d'azote, déjà une perte de fertilité sous la forme d'ammoniac, et puis ça pue. Hein, il y a un problème sanitaire qui est assez évident à ça, et évidemment, plus les heures passent, plus ça dégage de l'ammoniac. Donc, en clair, de l'urine, ça ne peut pas se stocker très longtemps. Donc, c'est vrai qu'il y a cette problématique de comment est-ce qu'on gère l'urine derrière, qui est quand même une contrainte supplémentaire qui est assez forte. Pour donner un exemple de système très simple, voilà, donc une toilette à séparation, où on va avoir, ici c'est un système où on va avoir une fosse de récupération, stockage donc, en dessous, et par contre les urines, elles, vont aller dans un stockage quelconque qui va être situé à l'extérieur et qui donc a vocation à être régulièrement vidé. Pourquoi pas, mais encore une fois, est-ce qu'il faut bien peser le pour et le contre pour voir si, sur le long terme, le fait de devoir très régulièrement épandre des urines, grosso modo, c'est maximum une fois tous les 2 jours, hein, tout de même. Est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce que vraiment s'imposer cette contrainte-là, c'est quelque chose qui est faisable dans le contexte où est situé un projet? Autre modèle correspond finalement à un peu d'autres contraintes, c'est les toilettes sèches qui vont être basées sur un tapis roulant. Un tapis roulant qui est activé par une pédale, donc on va le voir à droite. Ça, c'est un type d'équipement qu'on voit beaucoup dans les ERP, les établissements qui reçoivent du public. Ça permet de pouvoir faire une séparation donc, entre urine et fesses, d'une part, et puis le tapis roulant, ils amènent les fesses finalement dans une chambre de compostage. Bon. Donc effectivement, ça permet de se passer, de devoir amener de la litière, ce qui, encore une fois, dans un contexte de ERP, est plutôt intéressant. Parce que si dans un ERP, on devait faire un système type TLB avec donc litière, ça suppose régulièrement de devoir vider les seaux, mais aussi de devoir amener de la litière, que le public, y compris du public qui n'est absolument pas familier avec les toilettes sèches, fasse l'effort de prendre la litière et de mettre la litière à chaque fois. Et puis, vous pouvez avoir aussi des formes de salissure qui sont liées à la litière, parce que si les gens font n'importe quoi et se retrouvent à mettre de la litière un peu partout, oui, il va falloir nettoyer aussi. Donc, il y a toutes ces préoccupations-là aussi qui font que dans le cas d'un établissement recevant du public, ce type de modèle-là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Voilà, je vous montre le modèle un peu plus en mode zoom arrière. En l'occurrence, comme je pense que vous pouvez le voir assez bien à l'image, c'est aussi des modèles qui sont adaptés pour répondre à la réglementation handicapée avec à côté, et puis éventuellement, non seulement pédale sur lequel on peut appuyer un pied, mais aussi il y a aussi le volet levier qui permet à une personne en fauteuil roulant également de pouvoir activer donc le tapis roulant. Par contre, il y a 2 choses absolument aberrantes que j'ai pu trouver dans l'univers des toilettes sèches. Je trouvais
amusant en tout cas de pouvoir en parler. La première, c'est les toilettes sèches à congélation des déchets. Une chose assez incroyable. Euh, C'est-à-dire que donc, les excréments sont congelés, littéralement, ils sont congelés à moins 15 degrés Celsius. Si on prend ce modèle-là, par exemple. Bon, de façon à potentiellement pouvoir se passer de litière derrière. Bon, bon, je trouve ça absolument aberrant. Donc, non seulement à cause du prix, en l'occurrence, là, par exemple, on est sur un modèle à 3 000 € TTC, mais surtout parce que ça va nécessiter de consommer de l'électricité. On est sur une conception beaucoup plus classique. Là, on est sur du high-tech. On n'est plus du tout sur du low-tech en termes de niveau technologique. Ça a une durée de vie, tout comme ça fonctionne sur l'électronique. En plus, on est sur une durée de vie limitée du système. Et bref. Puis, en fait, la congélation, bon, quel est l'intérêt réellement? Ok, se passer de litière, mais après, si on était pour reboucler la boucle de la fertilité, ça voudrait venir un déchet organique congelé dans un composteur, ce qui peut se faire, mais ça me paraît pas très logique comme façon de faire. Et une autre aberration que j'ai pu trouver aussi, c'est aussi la combustion, où, vous l'aurez compris, donc c'est les excréments, eux, cette fois-ci, sont incinérés carrément par l'appareil. En l'occurrence, là, dans ce modèle-là, c'est à 550 degrés Celsius. Ce qui, encore une fois, fait un modèle qui coûte beaucoup plus cher, qui repose sur du high-tech, qui a une durée de vie limitée, qui nécessite de l'alimentation électrique. Bref, et puis, ça me semble aussi genre de modèle absolument aberrant. Voilà, ça semblait quand même intéressant et au moins amusant de pouvoir évoquer ces cas particuliers. Une petite remarque, quand on parle des types de toilettes sèches aussi, hein, le nec plus ultra, pour ainsi dire, de la réflexion sur les toilettes en général, c'est aussi avoir un petit surélévateur pour les piscines. Voilà. Parce que effectivement, c'est vrai que la défécation est plus facilitée si on est sur un angle de 35 degrés Celsius, 35 degrés, pardon, très précisément, comme on peut le voir sur ces beaux petits schémas ici. Voilà. Alors, pour vous parler de l'entretien. L'entretien. Alors déjà, l'entretien du bois, si on est donc sur une toilette sèche faite en bois. Parce que si on utilisait du bois brut, ben, c'est du bois qui va moins tenir dans le long terme. Et puis, vous avez toujours un peu de projection d'urine sur le bois. Donc, ce qui est problématique sur du bois brut, puisque nécessairement le bois va absorber une partie de cette urine-là, ce qui est évidemment pas extraordinaire d'un point de vue sanitaire. Bon, il existe différentes possibilités techniquement en termes de lac, de vernis et autres produits. Personnellement, le produit que je trouve le plus intéressant, c'est l'huile de thym. Le thym c'est un arbuste qui pousse dans l'est de l'Asie. Donc, produit éminemment écologique, 100% biodégradable. Donc, il peut être utilisé brut en plus, ce qui est pratique. En une, voire deux couches serait mieux. Il n'en faut pas beaucoup pour une toilette sèche d'un format classique. Quelques 100-200 millilitres font l'affaire. Ça va permettre de saturer les pores du bois et donc de l'imperméabiliser et aussi d'assurer une plus grande longévité du bois, en plus en faisant ressortir plus les couleurs du bois. Donc personnellement, je trouve que c'est un produit vraiment très bon. Après, pour ce qui est de la litière, l'objectif, c'est toujours un matériau organique qui va être à dominante carbonée, qui est très riche en carbone, qui est en capacité donc permettre d'apporter l'équilibre entre carbone-azote dans le compostage qu'on développera juste après, qui est aussi en capacité de pouvoir absorber les liquides, donc les urines concrètement, et de pouvoir absorber les odeurs. Il n'y a pas, finalement, dans les matériaux qui sont facilement, gratuitement, ou en tout cas avec un très bas prix disponible, on n'a pas finalement un choix énorme. Vous avez la sciure de bois qui est énormément utilisée, et personnellement, c'est ce que j'utilise dans mes toilettes, qu'on va facilement trouver auprès d'une industrie du bois, auprès d'un menuisier, d'une société d'ébénisterie, auprès d'une scierie. Les copeaux de bois fins, comme on peut le voir aussi à droite, sont intéressants. Après, à l'usage, quand même, les retours d'autres personnes qui ont utilisé exclusivement des copeaux de bois, c'est quand même que ça absorbe assez mal les liquides et les odeurs. Donc, je dirais, copeaux de bois fins, pourquoi pas, mais quand même utiliser une majorité de sciure. Par contre, des copeaux assez grossiers, comme on peut le voir en bas à gauche, c'est pas adapté. Ça absorbe très mal les odeurs et les liquides. Donc, à mon avis, c'est pas adapté pour le contexte d'une toilette sèche. Après, pour le nettoyage, on est sur du grand classique du ménage écologique.
vinaigre d'alcool blanc, voilà, donc antiseptique, et ou savon noir, qui a plus l'intérêt de pouvoir enlever les matières grasses. Voilà, les deux sont très complémentaires, hein, et c'est très, très classique. Par contre, c'est vrai qu'un retour d'expérience que je pourrais faire, c'est que sur le long terme, au bout de quelques mois, il y a quand même des excréments qui ont tendance à coller aux parois, donc en l'occurrence de Sio acier inox. Même en frottant, hein, ça ne part pas, c'est vraiment extrêmement collé. Ce qui permet de pouvoir les décoller et qui est un matériau écologique, hein, c'est l'acide citrique qu'on va pouvoir trouver assez facilement en magasin de bricolage ou au magasin de droguerie. Donc on va remplir, on vide évidemment le seau, hein, on le remplit après d'eau chaude et on ajoute de l'acide citrique jusqu'à saturation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acide citrique qui puisse se diluer dans l'eau, et on laisse ça patienter au moins 24 heures, et c'est très efficace, hein, pour pouvoir donc décoller les matières. Bon, ça c'est un entretien, on va dire, je dirais trimestriel, qu'on va faire au niveau si on utilise un seau inox. Alors, maintenant, je vais vous parler du compostage des matières. Donc, ici, c'est le modèle chez moi qui était en cours. Alors, c'est à l'époque où c'était en cours de construction, parce qu'aujourd'hui, comme tout ça est beaucoup recouvert par de la végétation, c'est un peu moins lisible. C'est pour ça que j'ai pris une image lorsque j'étais en train de le faire. En l'occurrence, c'est sous une tonnelle sur laquelle je fais pousser. Donc, l'objectif, c'était de faire pousser de la végétation dessus. Donc, on est sur un système où vous avez 2 bacs de compostage, un bac d'arrivée ici, un bac de maturation ici, puis un petit bac ici pour pouvoir stocker, avoir sous la main des matières organiques carbonées. Bon, moi, en termes de matières organiques carbonées, j'utilise tout simplement ce que j'ai dans mon environnement. J'ai beaucoup de foin qui vient de la coupe, hein, des bords de route dans ma campagne. J'ai de la sûre aussi beaucoup à disposition au niveau de la scierie locale. J'ai aussi souvent de la fougère, pareil, qui est récupérée dans les bords de route juste à côté de chez moi. En tout cas, une matière organique carbonée locale et qui coûte, soit gratuite ou qui coûte très peu cher. Quelle est la logique de ce système de compostage dans lequel on va avoir donc, les déchets organiques qui viennent des toilettes sèches, mais aussi les autres formes de déchets organiques, hein, qui viennent il y en a un peu du jardin et surtout qui viennent de la cuisine. Moi, je fais un compostage unitaire, où tout est composté au même endroit, tout simplement par simplicité. Donc, toutes les matières organiques arrivent ici. Si besoin, je rapporte, après avoir fait un apport de mon déchet organique, je vais piocher là-dedans de la matière organique carbonée. Hop, amener ça là-dedans. Et une fois par an, donc je vais transvaser tout le contenu de le bac d'arrivée dans le bac de maturation. Et donc il y a un cycle, c'est-à-dire moi je le fais au mois de septembre personnellement. Donc vous avez au mois de septembre 2021 pour la dernière édition. J'ai vidé d'une part le compost mûr qui était présent ici, et puis une fois que ça a été vidé, j'ai transvasé tout le contenu du bac d'arrivée dans le bac de maturation. Alors pourquoi s'embêter à faire ce transvasement et pourquoi faire 2 bacs? Première chose, c'est pour faire un compostage des matières sur 2 ans. 2 ans de compostage des matières, j'expliquerai plus tard pourquoi 2 ans. Et l'autre intérêt donc l'intérêt de transvasement, c'est de pouvoir à la fois beaucoup mélanger les matières, parce que vous comprenez bien qu'on a de la matière organique beaucoup plus fraîche au-dessus qu'en dessous, donc mélanger, homogénéiser, et aussi oxygéner tout le mélange, toute la matière. Et cette oxygénation, elle permet derrière d'avoir une montée en température dans le compostage, tout simplement parce que les micro-organismes décomposeurs profitent de cette bouffée d'oxygène pour se démultiplier, faire un compostage beaucoup plus rapide, et donc, in fine, faire ce job de transvasement, ça permet à la fois d'avoir un compost, être sûr d'avoir un compost bien mûr, homogène à la fin. Et bien sûr, penser les plaques au-dessus, hein, les abattants pour qu'on n'ait pas d'eau pluviale qui vienne de trop, donc dans les compostages. Une des bases du compostage, c'est essayer d'avoir grosso modo un mélange moitié-moitié en termes de volume, hein, entre matière
humide, matière verte, matière azotée, et matière sèche, matière brune, matière carbonée. Voilà. D'où le petit schéma que je vous mets ici. Si on avait un excès de matière azotée, eh bien, ça part non pas en décomposition aérobie, ce qui est ce qu'on veut dans le compostage, mais ça part en putréfaction, ça part en décomposition anaérobie. Donc déjà, on a un mauvais matériau final, un matériau mal décomposé. Ça favorise aussi des bactériosulfito-isotrices, donc en clair, ça pue, puisque ça va émettre beaucoup de composés organiques soufrés dans l'air. Les moucherons se multiplient, bref, on a un pourrissoir et non pas un composteur. Et à contrario, si on avait un excès de matière organique carbonée, eh bien, on est sur un compostage qui ne se fait pas. Il y a trop de carbone dans le mélange. Et le compost se fait, mais à un rythme beaucoup trop lent pour l'usage qu'on veut en faire. Alors, à l'intérieur d'un bac de compostage, vous voyez, c'est encore une fois, moi je suis à la recherche de la simplicité. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai utilisé, c'est des dalles de bois qui sont normalement pour faire des terrasses, en format 1 mètre par 1 mètre, et qui sont donc accrochées les unes aux autres avec des charnières métalliques, vous voyez, deux pour chaque côté, tout simplement, et posées tout simplement sur le sol. Alors, un petit bonus qu'on peut faire, que je n'ai pas fait dans mon cas, mais qu'on pourrait faire, c'est d'ajouter à ça un grillage fin. Alors, il vaudrait mieux que ça soit un grillage avec un enrobé plastique, hein, sinon ça ne va pas vraiment tenir le coup sur le long terme. Grillage fin dans l'intérieur du composteur, donc à la fois sur les côtés et sur le fond, pour empêcher d'éventuels rongeurs d'aller dans le composteur. C'est vrai que ça peut être un bonus qu'on peut faire à la construction. Voilà, donc le composteur en cours d'utilisation chez moi. Et in fine, le compost obtenu. Voilà. Donc, on veut avoir un résultat, ça se voit assez facilement, hein, si vous avez que le compost est bien mûr, c'est homogène, c'est très meuble, c'est une structure type couscous. Ça sent le sous-bois, hein, c'est une odeur qui est amenée par les champignons décomposeurs. Hein. Et puis, on sent qu'il y a toujours, même par temps sec, il y a toujours une légère humidité, puisque c'est très riche en humus, et donc c'est une forte capacité à retenir l'eau. Et donc, ça, c'est mis tout simplement au niveau des cultures. Alors, quelques précisions sur souvent une des craintes, une des grandes interrogations quand on parle des toilettes sèches, c'est le risque sanitaire qui peut être lié effectivement aux pathogènes qu'on peut trouver dans les excréments humains. Là-dessus, il y a un très bon travail de synthèse qui a été donc publié par l'Institut de l'environnement de Stockholm. Donc, c'est un des 2 documents PDF qui est téléchargeable donc sur mon site internet là, sous l'enregistrement de la vidéo, quand elle sera sur YouTube, qui fait une synthèse de toute la littérature scientifique sur le sujet. Donc, voilà. Si vous voulez creuser cette affaire-là, je vous invite à voir ça. C'est très complet. Alors, on pose la question, qu'en est-il des résidus médicamenteux? Eh bien, ce qui ressort précisément de ce travail de synthèse, c'est sur la littérature scientifique existante, c'est que les résidus médicamenteux sont plus présents une fois le compostage réalisé. Si on a fait un compostage en bonne et due forme, bien sûr, voilà, bonne pratique du compostage, un milieu aéré, le mélange de carbone azote comme il faut, sur 2 ans, eh bien, on n'a plus de résidus médicamenteux significatifs présents dans le mélange à la fin. Soit les résidus médicamenteux présents initialement, soit ils ont été décomposés, ce qui est le cas pour une très large part, ils ont été décomposés par la biologie présent dans le composteur, soit pour une autre partie, ils ont été mis sous une forme chimiquement inactive, précisément suite au processus de compostage. Idem pour les hormones, hein, si vous me posez la question, c'est pareil, il ne reste plus de résidus significatifs présents dans le mélange. Alors, on pose la question, faut-il aérer le compost? Le seul aération du compost que je recommande, c'est le transvasement une fois par an, depuis le bac d'arrivée jusqu'au bac, au bac de maturation. C'est tout. Après, s'embêter, je ne sais pas moi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à aller trifouiller dans le compost pour l'aérer, personnellement, je ne le fais pas. Je pense que c'est absolument pas nécessaire pour un compostage domestique. Alors, bon, voilà, d'autres slides, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est des extraits de ce document PDF qui lisent de façon exhaustive
tous les pathogènes qui peuvent se retrouver, encore une fois, qui peuvent, hein, c'est très loin d'être systématique, mais qui peuvent arriver donc dans les excréments humains, alors aussi bien ceux qui proviennent de l'urine que ceux qui peuvent être présents dans les fesses. Voilà. J'ai la liste complète avec l'ensemble des pathologies qui peuvent être causées par ces pathogènes. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout ça est dans le support qui, encore une fois, est téléchargeable sur mon site internet. Donc, petit tableau de synthèse que je trouve intéressant de reprendre ici. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que sur l'ensemble des pathogènes présents dans les urines et les fesses, si on fait un compostage en bonne et due forme, dans un contexte de climat tempéré comme on a en France métropolitaine, eh bien, il ne reste plus de population significative de pathogènes au bout de 2 ans de compostage. D'où les 2 ans qu'on voit beaucoup répétés dans la littérature, dans les recommandations d'usage autour des toilettes sèches. Puis après, une petite réflexion personnelle, oui, pour terminer sur ça, c'est qu'aussi, non seulement si vous faites un compostage en body forme, mais aussi que vous amenez ce compost sur un sol vivant, sur un sol qui est riche en humus, sur un sol qui a une activité biologique importante, comme normalement ce qu'on fait sur une ferme ou un jardin en agroécologie, hein, eh bien, c'est précisément cette biologie du sol, cette vie du sol qui devrait être très active dans un sol, eh bien, elle va très largement réguler même d'éventuels pathogènes qui pourraient rester à la fin du processus de compostage. Déjà, il faut bien comprendre que durant le processus de compostage, nos parasites intestinaux, ils sont dans un milieu qui n'est pas le leur. Leur milieu de préférence, les parasites intestinaux, c'est précisément notre système digestif. C'est pas se retrouver dans un composteur. Donc, ils sont dans un milieu qui ne leur correspond pas et ils sont en concurrence directe avec tout l'ensemble d'autres micro-organismes qui sont, eux, précisément adaptés aux conditions qu'on trouve dans le composteur. Donc, c'est pour ça que à la fois la montée en température du composteur, mais aussi et surtout la concurrence microbiologique dans le composteur, de toute façon, ça régule quasiment totalement les pathogènes qui peuvent être présents dans les urines et les fesses. Et puis d'autre part, même s'il restait quelques pathogènes présents, je pense que, en plus, je pense qu'il y a un autre aspect qui est rassurant, en tout cas personnellement je trouve rassurant, c'est qu'il serait présent déjà en quantité qui, à mon avis, ne serait pas significative, et même s'il y en avait, il serait alors encore une fois concurrencé par une microbiologie très riche, comme si on se mettait donc dans des sols, sur un sol vivant. Alors, ensuite, la réglementation. C'est la réglementation applicable en France. Bon, il y a plusieurs choses. D'une part, il faudrait regarder si la commune où vous faites votre aire de compostage dispose d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme. Il peut y avoir, c'est rare en pratique, mais il peut y avoir un point dans le règlement écrit du PLU sur une aire de compostage donc des toilettes sèches, voilà, qui va généralement préciser des règles d'éloignement, juste et uniquement des règles d'éloignement par rapport aux habitations, par rapport à la voie publique, par rapport au cours d'eau, etc. Ça peut arriver. Ce qui est, pour le coup, courant, c'est aussi d'avoir de la réglementation précisée par un autre document, qui est le RSD, le Règlement sanitaire départemental. Pour le coup, vous avez un RSD dans chaque département en France. Donc, on le trouve facilement sur Internet. Hein. D'habitude, on le trouve sur le site Internet de la préfecture, donc du département. Et donc, c'est un document complexe, beaucoup d'éléments, mais un élément qu'on va effectivement trouver, c'est les règles d'éloignement des aires de compostage, donc y compris compostage de toilettes sèches, hein, sont concernés, donc des aires de compostage domestiques vis-à-vis, encore une fois, des bâtiments existants, vis-à-vis des cours d'eau, vis-à-vis des plans d'eau, vis-à-vis de la voie publique. Voilà. Donc, ces règles d'éloignement, effectivement, sont aussi précisées à ce niveau-là. Et dernier point à connaître au niveau de la réglementation, c'est un arrêté du 7 septembre 2009, là, vous avez le titre complet. Donc, c'est un arrêté qui fixe la réglementation applicable aux dispositifs d'assainissement qui ont une capacité d'épuration égale ou inférieure à 20 EH, 20 équivalents habitants. Le point qui nous intéresse ici, c'est que dans son article 17, il prévoit une disposition qui s'applique précisément pour l'aire de compostage des toilettes sèches. Voilà. Je vous ai repris l'article 17 ici. On ne va pas tout lire. Le point à retenir, c'est que
Les toilettes sèches sont composées de cuivre étanche recevant les fesses et urine. Bon, donc c'est soit mon seau inox ou une aire de compostage en dessous, voilà, sous les toilettes. Et il nous signale, donc le point intéressant, c'est la cuve est régulièrement vidée. C'est une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement à l'abri des intempéries. Voilà. On n'a pas d'autres précisions à apporter, que ce soit dans l'arrêté en question, ou que ce soit dans d'autres textes, comme une circulaire ministérielle, par exemple. On n'a pas d'autres précisions dans la réglementation. Donc, une aire étanche, alors à l'abri, conçue de façon à éviter tout écoulement à l'abri des intempéries. Comment dire, en droit, c'est vraiment important de vraiment s'arrêter, prendre le temps d'analyser le sens des mots, pour bien comprendre l'application d'un texte. Bon, à l'abri des intempéries, c'est pas bien compliqué. Sous une pergola, par exemple, ou sous la canopée d'un arbre, ou sous une toiture étanche, peu importe. Il n'y a pas plus de précision que ça apporté par la réglementation. Bon, ce n'est pas un point qui pose difficulté. Il pose de difficultés d'interprétation. Par contre, il y a un point qui pose une difficulté d'interprétation, c'est air étanche conçu de façon à éviter tout écoulement. Souvent, c'est interprété par les SPANC, les services publics d'assainissement non collectif. Donc, en clair, c'est les services publics qui, localement, sont chargés de contrôler les dispositifs d'assainissement autonome, quels qu'ils soient. Souvent, c'est interprété par les SPANC comme l'obligation de faire une dalle étanche, type dalle béton, sur lequel on ferait le composteur. Bon, déjà, d'un point de vue technique, c'est absurde, puisqu'on se coupe de la possibilité d'avoir un contact direct avec la vie du sol, donc la vie du sol, lombriques, champignons, bactéries, etc., puissent migrer depuis le sol existant dans le compost en train de se faire. Et puis, ça démultiplie de façon considérable l'impact environnemental de l'aire de compostage que de devoir précisément faire une dalle béton. Mais au-delà de ça, je pense que c'est tout simplement une mauvaise interprétation du texte, puisque si on le dit le texte à la lettre, air étanche, conçu de façon à éviter tout écoulement. Le terme écoulement n'est pas anodin. Le terme écoulement, il s'agit bien de la circulation d'un liquide à la surface du sol. C'est donc différent d'infiltration. L'infiltration, c'est passage d'un liquide, puis la surface du sol dans les profondeurs du sol. Pas pareil. Donc, si vous voulez répondre littéralement à la réglementation, il suffit d'entourer les bacs de compostage par un bandeau, par un matériau, donc qui va être fiché dans le sol, comme une bande PVC, par exemple, ou une bande anti-rhizome qu'on utilise d'habitude pour éviter l'envahissement par des bambous, par exemple. De mettre une bande, donc l'enfoncer dans le sol, qui fasse un périmètre tout autour de l'aire de compostage, tout autour des composteurs. Ça répond littéralement à la réglementation. Bon, et puis, ce qu'il faut aussi dire en pratique, c'est que c'est rarement contrôlé par les SPANC en pratique. Quand c'est contrôlé, c'est généralement parce qu'un voisin s'est plaint, parce qu'il considère que ça lui causait un préjudice, qui peut être, après, il y a différents cas de figure, qui en généralement, c'est le problème, c'est soit que le voisinage considère que c'est inesthétique, ou qu'il y a un problème de risque sanitaire, ou qu'on a un problème d'odeur. Effectivement, auquel cas, ça peut donner lieu effectivement à une visite imposée par le SPANC sur site. Donc, voilà. Tout ça pour dire que l'interprétation de cette réglementation est importante et que si on se trouve dans un cas de figure, on est tenu d'y répondre, eh bien, on peut y répondre à la lettre, précisément en mettant une bande d'étanchéité autour donc, de nos composteurs. Toujours sur la réglementation, est-ce qu'on a une réglementation particulière aux toilettes sèches dans le cadre d'ERP, d'établissements recevant du public? Eh bien oui. Donc au-delà de la réglementation qu'on a déjà vue, il y a aussi des préconisations qui ont été formulées par la DGS, la Direction générale de la santé, en 2010, donc avec 10 points de réglementation, de préconisation, qui vont s'appliquer dans les ERP. Voilà. Donc, je ne vais pas tout détailler ici, mais je vous ai mis l'intégralité de ces 10 points de préconisation ici dans la diapo. Alors, quelques petits points d'ouverture et de réflexion générale sur le sujet des toilettes sèches.
L'utilisation des toilettes sèches dans le cadre d'habitats collectifs, c'est encore très inhabituel en France. En pratique, c'est beaucoup plus développé aujourd'hui dans les pays germaniques et dans les pays scandinaves. C'est une pratique relativement courante, voire même à l'échelle de quartiers entiers, non seulement de l'habitat collectif, mais carrément à l'échelle de quartiers, souvent dans des éco-quartiers. Le premier cas que je connaisse d'habitat collectif avec toilettes sèches intégralement pour tout l'immeuble, c'est un cas d'un habitat participatif qui s'est créé en 2019 à Dole de Bretagne, qui s'appelle Auberge, donc dans la région Bretagne. Et c'est vrai que je commence à voir émerger ce genre de choses. Encore une fois, c'est en général dans le cadre d'un habitat participatif. Et ça se comprend assez facilement, puisque comme on a un attachement et un conditionnement très fort aujourd'hui en France sur l'usage de la toilette à eau, faire le passage sur la toilette sèche, c'est compliqué. Et donc, pour que ça marche concrètement, dans un immeuble collectif, hein, j'entends, encore faut-il qu'il y ait une adhésion ferme et volontaire de la part des habitants. C'est pour ça que le contexte d'un habitat participatif, qui par définition est un habitat collectif où les habitants sont concepteurs et co-gérants de l'habitat, oui, c'est un contexte qui s'y prête beaucoup plus. Un autre point de réflexion, une autre ouverture aussi, c'est l'usage des excréments humains pour la fertilisation agricole. C'est quasiment inédit en France. En fait, par contre, c'est beaucoup plus utilisé dans d'autres pays dans le monde. Notamment en Asie de l'Est, c'est très utilisé. Cela dit, on a de la recherche agronomique sur le sujet. Par exemple, je vous ai pris une image qui vient de recherche menée par l'IRSTEA au niveau du plateau de Saclay, donc en Île-de-France, qui est un travail de recherche sur l'usage de l'urine humaine comme fertilisant dans les systèmes agricoles. Donc, on a de la recherche agronomique qui se fait aujourd'hui, donc à creuser. Et c'est vrai qu'en l'état actuel des choses et des pratiques, c'est encore extrêmement peu utilisé en France, mais espérons-le, je pense que ça aura un avenir assez fort. D'autant que, avec, dans les prochaines décennies, la raréfaction de l'accès aux énergies, aux matières d'origine minière, j'entends, on aura la difficulté de plus en plus au niveau de la culture à l'échelle nationale, à pouvoir s'approvisionner avec de l'azote minéral ou du phosphate, du phosphore, des choses entendues d'origine minérale. Ça va devenir de plus en plus problématique. Ces intrants minéraux qui sont aujourd'hui absolument majeurs, ils vont être de moins en moins disponibles et de plus en plus coûteux. Et donc, c'est vrai que la recherche agronomique commence déjà à s'intéresser à ça parce qu'il y a une vraie prise de conscience, au moins au niveau des institutions scientifiques et agronomiques, sur l'intérêt de vraiment s'intéresser à ce sujet-là, précisément pour trouver des substituts à ces intrants qui ne seront plus, ou du moins beaucoup moins disponibles dans les décennies à venir. Alors, c'est vrai qu'au-delà des aspects technico-techniques et réglementaires, ce sujet des toilettes sèches, ce qui émerge assez vite dans les discussions concrètement aussi, il n'y a pas que des aspects techniques, il y a aussi des aspects humains, culturels, sociaux. Et notre rapport dominant dans la culture française sur les excréments, c'est celui de la fécophobie, c'est celui de la répulsion. Donc, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures à travers le monde. Donc, c'est aussi important de poser ça, parce que c'est, je pense, au-delà des aspects techniques et des aspects réglementaires, je pense que c'est certainement l'aspect, finalement, de loin le plus bloquant sur le développement des toilettes sèches. C'est précisément le rapport, la représentation de notre rapport qu'on se fait avec nos excréments. Et c'est sans doute certainement là-dedans qu'il y a le plus, finalement, de travail et d'avancée à faire. Quelques ressources réseau, donc sur le sujet, un site de ressources incontournable quand on parle de l'assainissement et de l'eau, à la fois dans les habitats écologiques et autonomes. Le site Autarcie, fondé sur les travaux de Joseph Orzag, donc éminent chercheur sur le sujet, donc qui est disponible avec une documentation approfondie disponible gratuitement donc, sur ce site-là. Plateforme Twiza aussi, chantier participatif en éco-construction qui peut permettre de trouver des professionnels. Voilà.
je vous donne aussi ça comme piste. Spécifiquement sur l'assainissement écologique, il existe le RAE, le réseau de l'assainissement écologique, donc un réseau des professionnels de l'assainissement écologique, hein, comme le nom l'indique. Pas mal de ressources documentaires disponibles là-dessus, et ça permet, si on le souhaite, de pouvoir trouver des pros aussi sur le territoire. D'ailleurs, réseau qui a édité sur son site le guide des bonnes pratiques pour le compostage des sous-produits de toilettes sèches. Voilà. Ça permet d'avoir de la documentation approfondie sur le sujet. Et autres documents, comme on l'a dit, produits par l'Institut de l'environnement de Stockholm, là aussi, qui sera téléchargeable sur mon site internet. Si vous voulez encore une fois creuser le sujet, un très bon livre de référence écrit par l'États-Unien Joseph Jenkins, Le petit livre du fumin, aux éditions Éco-Société, donc qui est disponible maintenant en français, qui est un ouvrage très très approfondi sur le sujet, depuis l'histoire des toilettes sèches, tous les aspects techniques décrits de A à Z, les techniques dans à peu près toutes les configurations possibles, le compostage. C'est un ouvrage de passionnés, d'experts sur le sujet, si vous voulez vraiment aller jusqu'au fond de ça. Voilà, donc plus globalement dans mon activité, je propose de la formation, alors de la formation en présentiel, généralement c'est une fois par mois, sur un format de 2 ou 3 jours, sur une diversité thématique et de formation disponible à demande, sous forme de webinaire en direct comme ici, ou sous forme de formation à la demande, donc qui vont sous forme de webinaire, d'enregistrement de webinaires auxquels on va pouvoir accéder avec tout un ensemble de bonus. Et puis, j'ai dit en auto-édition, donc des ouvrages sur des aspects juridiques qui vont intéresser aussi bien l'agriculture que les différentes formes d'habitat alternatif. Voilà. Puis, je propose aussi tout un ensemble d'offres de conseils, d'accompagnement, de design, de projets. Et c'est vrai que souvent, dans les designs que j'ai réalisés, il y a une réflexion à avoir entre, précisément, l'intégration entre un habitat, la filière toilette sèche, le compostage, le jardin, comment est-ce qu'on va configurer tout ça. Voilà. Et ça donne souvent lieu à beaucoup de discussions et de réflexions, évidemment, pour trouver des solutions qui sont toujours adaptées à un contexte spécifique. Voilà, j'ai terminé la phase présentation. Donc écoutez, on a encore du temps. Là, on a une vingtaine de minutes pour poser des questions ou poser des demandes de conseils dans vos projets. Alors, on pose la question. Alors, est-ce que d'un point de vue financier, une idée du coût moyen par Français en consommation d'eau liée au sanitaire? Bonne question. Bah, écoutez, ça peut se calculer assez facilement. Je n'ai pas la réponse dans l'immédiat, mais ça peut se calculer assez vite. J'ai dit, on est 30 litres en moyenne, hein, 30 litres de consommation par jour. Donc, par an, ça nous fait 11 mètres cubes. 11 mètres cubes. Donc après, ça dépend de votre tarif du mètre cube dans votre localité. Hein. Ça, c'est assez variable. Bon. Souvent, on est dans l'un ordre de grandeur de 1-2 € du mètre cube. Aujourd'hui, le mètre cube d'eau potable, il coûte pas cher en France. Hein. Donc, bon, ça vous permet de gagner 10-20 € par an. Bon, c'est pas grand-chose. Je pense, voilà, je pense pas que en réalité le coût financier de l'arrêt de la consommation d'eau liée aux toilettes, ça soit le moteur principal pour passer aux toilettes sèches. Mais c'est vrai que si on est sur 10-20 € économisés par an, ben, l'air de rien, votre toilette sèche, que vous l'ayez fait vous-même ou que vous l'ayez acheté en commerce, ben, on voit vite que ça va s'amortir assez vite. Surtout si vous utilisez des matériaux de récup ou des matériaux bruts que vous assemblez vous-même. Ça ne coûte pas bien cher, hein, la toilette rustique, par exemple, que j'ai faite pour mon atelier, avec tous les matériaux, la visserie, les charnières, le couvercle, etc. Ça a coûté une 60aine d'euros. Donc, au pire, vous voyez, si on était à 1 € du mètre cube, en 6 ans, c'est amorti. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres besoins de conseils? Écoutez, je vous écoute. Oui, je voudrais savoir s'il faut de temps en temps arroser le compost. Non, pas nécessaire. Même Non, si bah non. même si on vit dans une région sèche? Non, je pense qu'avec, si on fait bien c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Par rapport à la problématique saison sèche, il y a plusieurs choses, même plusieurs choses. C'est-à-dire que à l'abri de l'aire de compostage, d'un point de vue réglementaire, doit se faire à l'abri des intempéries. Donc pas en plein cagnard.
Ça doit se faire, après, peu importe, ça peut se faire sous une pergola, sous une branche, sous une canopée d'un arbre, sous une toiture, ce qu'on veut, mais à l'abri des intempéries. Donc déjà, première chose, c'est pas en plein gagnard. Donc déjà, ça va en partie limiter la perte en eau. Un autre point, c'est le fait qu'on a un couvercle dessus. Donc même si ça limite déjà encore une fois l'impact direct du soleil, et puis s'il y a un peu d'évaporation, il y a une partie d'eau qui se condense sous le couvercle qui retombe. Bon. Un autre aspect, c'est que lorsqu'on fait un apport de matière organique brute, surtout quand elle est assez azotée, on va faire avec le petit bac que j'ai montré là, dans mon exemple, on va faire un apport de matière organique dessus. Donc, ce qui va encore limiter l'évaporation de l'eau. Donc c'est pour ça que, de mon expérience en tout cas, je suis pas sur. J'entends après, je ne suis pas en climat méditerranéen, hein, je suis en climat océanique. Mais dans mon expérience, il n'y a pas besoin d'ajouter du compost, de l'eau dans le composteur, et j'ai jamais eu en tout cas de retour direct de personnes qui faisaient ça. Voilà. J'aurais à dire là-dessus. Merci. Alors, on pose la question, le lien URL, on peut trouver la vidéo, les slides, les PDF utilisés, oui. Mais dès que donc l'enregistrement de ce webinaire sera mis sur YouTube, dans la description de la vidéo sur YouTube, il y aura le lien précisément sur mon site internet avec tous ces éléments-là. Alors, est-ce qu'on a une réglementation pour le compostage d'un habitat participatif de 5 ou 6 foyers? Non, il n'y a pas de réglementation spécifique. Peu importe la taille de votre aire de compostage, il n'y a pas de réglementation spécifique en fonction de la taille. Ah, l'ordre de prix pour la sûre, ça dépend. Si vous avez la chance de vous-même produire la sûre, évidemment, la question ne se pose pas. Dans le temps, il y a quelques années encore, ça se trouvait gratuitement assez facilement auprès des professionnels du bois et de la foresterie. Aujourd'hui, il y a quand même les professionnels du bois, de façon générale, se sont bien rendus compte qu'il y avait un intérêt économique à vendre la sûre et pas juste à la donner. Donc, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué de la trouver gratuitement. Et là, en plus, on vient d'avoir un phénomène d'inflation très fort, là, une notion de conjoncture d'inflation très forte sur le coût de la sûre. Bon, ce que je peux dire personnellement, c'est que pour un adulte, on est dans les 300 litres, je dirais, de sûre nécessaires par an. Là, dans la série auquel j'achète de la sûre, on est à 3,50 € par 100 litres. Et donc, ça me revient très précisément à 13,50 € par an. Voilà. Alors, on pose la question, est-ce qu'il est possible de faire du compost de toilette sèche en locataire d'une maison? Est-ce que l'accord du propriétaire est nécessaire? Alors, dans le cadre d'un bail d'habitation, on est là-dedans. Ok. Non, l'accord du propriétaire n'est pas nécessaire, que ce soit pour installer la toilette dans son logement, tout comme pour créer son aire de compostage, l'accord du propriétaire n'est pas nécessaire. En fait, dans le cas d'un bail locatif, il n'est nécessaire d'avoir l'accord du propriétaire que lorsqu'on fait une transformation du bien loué. C'est ce que dit la loi. Et en pratique, si j'implante une toilette sèche ou je fais une aire de compostage, ça n'est pas considéré dans la jurisprudence sur le sujet, puisqu'il y en a, ça n'est pas considéré dans la jurisprudence comme étant une transformation du bien loué. Donc effectivement, on peut bien le faire, y compris sans l'accord du propriétaire, ni sans l'avoir en informé d'ailleurs. Le seul cas où on devrait avoir l'accord préalable du propriétaire, c'est si on remplaçait les toilettes à eau par des toilettes sèches. Par exemple, vous prenez le local des toilettes, vous enlèveriez les toilettes à eau existantes, vous condamnerez la canalisation et à la place, vous mettrez la toilette sèche. Là, oui. Dans ce cas-là, oui, il faudrait avoir l'accord préalable explicite, et il vaudrait mieux par écrit d'ailleurs, du propriétaire. Préalable. Mais s'il n'y a pas de toilette, vous en mettez, ou si à côté, en plus, à part des toilettes à eau existantes, vous mettez des toilettes sèches, non, là, pour le coup, il n'y a pas besoin ni d'informer, ni d'avoir l'accord préalable donc du bailleur. On pose la question, est-ce que le broyat de gros copeaux de bois, c'est un bon apport de matière brune pour le compost? Non.
Je ne trouve pas. C'est trop grossier, c'est trop carboné, ça met trop longtemps à se décomposer, ça absorbe pas les liquides. Pour moi, c'est pas adapté. Si vous avez du broyat, je pense qu'il y a bien mieux à faire avec. C'est bien plus utile de vous en servir comme d'un mulch sur les surfaces de culture ou aussi sur les allées, les chemins, les passe-pieds dans un système cultivé. Je trouve que c'est une utilisation beaucoup plus pertinente. Parce que précisément, ça, là, pour le coup, dans ce contexte-là, c'est intéressant. Que ça soit grossier, que ça soit... Ça met beaucoup de temps aussi à se décomposer. Là, pour le coup, c'est un usage qui, pour moi, fait beaucoup plus sens. D'autres questions, d'autres projets sur lesquels échanger? Toilettes sèches pour animaux. C'est pas des toilettes sèches, c'est de la litière pour animaux, ça. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, quel est le sens de la question? Parce que c'est le sujet, en fait, est vaste. Est-ce qu'on peut les mettre dans le compost? Ah ouais. Bonne question. Bon, ce qui pose clairement pas de difficulté, c'est tout ce qui est animaux d'élevage. Donc, à condition qu'on soit bien sur une litière, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que l'excrément, il n'est pas brut de décoffrage, il est sur une litière. Alors, litière, après, ça peut être de la paille, ça peut être du foin, ça peut être du bois ramal fragmenté, ça peut être du broyat, bon, en tout cas, une matière organique carbonée, vous l'aurez compris. Donc du fumier, on est d'accord, et ben, qui serait mis dans le compostage. Effectivement, du fumier frais, ben, tout à fait, ça peut être mis dans le compostage et ça va suivre exactement le même processus que notre fumier, nous, d'humains. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Le seul, ouais, ce qui pose un peu plus question souvent, c'est l'utilisation du fumier qui vient des animaux domestiques, en particulier des chiens et des chats. Les chiens et les chats étant des animaux carnivores, c'est vrai que ben, ce qui est un peu particulier, c'est que leurs excréments sont assez acides, mais puis peuvent contenir certains pathogènes, certains qui peuvent être transmissibles par l'homme et causer ce qu'on appelle des zoonoses, hein, des problématiques de pathologie qui viennent de pathogènes qui proviennent des animaux. Donc c'est vrai c'est vrai que ça pose une question au niveau filière de compostage. Bon, je pense que si encore une fois, si on fait un compostage en bonne et due forme, je pense que ça se gère. Les pathogènes qui proviennent des fesses de ces animaux-là vont très bien se gérer exactement comme les pathogènes qui proviennent de nous-mêmes. Après, à chacun de voir, selon sa sensibilité, hein. Si jamais vous estimez que c'est quand même problématique en termes de risque sanitaire, bah, rien n'empêche de faire une filière de compostage spécifiquement pour une litière de chat ou une litière de chien. Alors, pour le coup, il faudrait par contre, bien sûr, utiliser une litière qui soit biodégradable. Une litière minérale, évidemment, ne va pas être adaptée. Il faudrait une litière. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans le commerce, où rien n'empêche d'ailleurs d'utiliser de la sueur. Alors, est-ce qu'il faut une déclaration de travaux pour installer des toilettes sèches dans un jardin? Est-ce qu'il y a une surface à respecter? Alors, il y a deux questions. OK. Déjà, est-ce que c'est légal de pouvoir installer une toilette sèche? Première question. Ça dépend des règles d'urbanisme applicables sur la parcelle. Voilà. Il n'y a pas de, je peux pas faire, il n'y a pas de réponse universelle là-dessus. Il faut voir les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le plan local d'urbanisme, s'il y en a un? Sinon, si on est sur un territoire qui est soumis au règlement national d'urbanisme, qu'en est-il? Qu'est-ce qui nous précise? Bon. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est sur l'autorisation d'urbanisme qui pourrait être nécessaire. Ça dépend de la surface. D'habitude, une cabane pour les toilettes sèches, on est à moins de 12 mètres de hauteur par rapport au niveau naturel du sol. Hein. On ne fait pas ça sur des
des choses complètement acrobatiques, on fait pas ça, on fait pas des tours. Et ça fait moins de 5 mètres carrés de surface d'emprise au sol et moins de 5 mètres carrés de surface de plancher. Donc, à condition de respecter ces 3 conditions, moins de 12 mètres de hauteur par rapport au niveau naturel du sol, moins de 5 mètres carrés de surface de plancher, moins de 5 mètres carrés de surface d'emprise au sol, ça n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme. On n'a pas de formalité administrative à faire. Et dans tous les cas, même si c'est autorisé dans la zone, prêtez toujours attention à ce que ça s'intègre de façon harmonieuse dans son environnement. Hein, que ce soit pas ou peu visible depuis le voisinage, c'est mieux. Que ça soit relativement esthétique, surtout si c'est visible depuis la voie publique ou le voisinage. Voilà. C'est plutôt logique, mais ça me semble important de le préciser parce que faut éviter que vous tombiez sous la coupe aussi de troubles anormaux du voisinage. Même si l'installation de toilettes sèches et de cabinets de toilettes sèches est tout à fait légale sur la parcelle en application des règles locales d'urbanisme, prêtez toujours attention à ne pas causer une nuisance aussi au voisinage. C'est un point d'attention aussi à avoir. Alors, on pose la question de quelqu'un qui a entendu parler d'une start-up qui voulait créer des toilettes sèches dans un collectif. Est-ce que j'ai entendu parler? Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Et alors, autre remarque, litière qui donc provient de la décomposition litière pour chat ou chien, qui serait utilisée, qui serait compostée. Effectivement, on fait la remarque que ça pourrait être utilisé si effectivement on trouve qu'il y a un risque sanitaire. Ça pourrait être utilisé effectivement au niveau uniquement de plantes ornementales, pourquoi pas, ouais. Ou en tout cas de façon à ce que ça ne soit pas directement en contact avec un aliment consommé par nous humains. Donc, par exemple, effectivement, en plante ornementale, ça va être aussi au pied d'arbres ou arbustes fruitiers. Ça pourrait être également au pied de haies ou de massifs. D'autres questions, d'autres tours? Non? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questionnements, bah, écoutez, on va pouvoir conclure là ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Voilà, puis, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir prochainement sur un festival, une formation, un webinaire, que sais-je. Puis j'espère que ça aura permis de déconstruire ce sujet, d'enlever peut-être d'éventuelles craintes, peurs, qui sais-je, peut-être liées à ce sujet. En tout cas, bon courage à vous tous dans vos projets de toilette.